Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers membres de la chaire UNESCO, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre des webinaires organisés par la chaire UNESCO Éducation et Santé. Sans plus attendre, débutons ce webinaire. Professeur Saboga Nunes, première question. Nous sommes désormais passés d'une approche qui préconisait d'inclure la santé dans tous les politiques à une approche qui tend vers l'inclusion de toutes les politiques pour la santé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un bilan et nous dresser les enjeux au niveau européen de l'approche la santé pour toutes les politiques, Health in all policies. Professeur Saboga Nunes. Merci bien, Karine, pour cette opportunité pour échanger certaines idées qui sont un peu à la tête de certains questionnements qu'aujourd'hui on se fait au niveau de la poursuite des objectifs de l'humanité, si vous voulez, de ce qui est aujourd'hui central dans le bien-être d'un être humain. Et je pense que la thématique, elle est assez vaste pour qu'on puisse la saisir dans les minutes qui suivent. Donc, je vais essayer d'être aussi synthétique. Juste pour rappeler un petit peu de quoi on parle, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle a défini la santé dans toutes les politiques comme une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche les synergies et qui en évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Chacun de ces mots, si vous voulez, chacun de ces concepts qu'on trouve ici, ils sont vraiment des défis qu'aujourd'hui on essaie de faire le mieux ménage, si vous voulez, de façon à pouvoir arriver à une idée que pour moi, je ne sais pas si on est absolument sûr de pouvoir la soutenir. Cette idée qu'on trouve depuis la fondation de l'Organisation mondiale, qui est aussi la base de la discussion qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que le concept lui-même de santé, comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et la santé ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité, reste aujourd'hui quelque chose qui nous mène à questionner l'argument de la durabilité sociale avec ce concept. C'est-à-dire, comment c'est possible d'avoir un état complet de bien-être physique, mental et social, alors que la plupart des pays n'ont même pas arrivé à faire le contrôle de l'absence de la maladie et de l'infirmité. Et donc, si vous voulez, on commence ce voyage en 1948 avec la fondation de l'Organisation mondiale de la santé, avec une idée, avec un objectif qui n'a pas été possible de faire parvenir l'humanité et de l'autre façon, la référence par laquelle on essaye d'arriver à cet objectif reste aujourd'hui un mirage. Alors, l'Organisation mondiale de la santé elle-même a compris que quelque chose manquait dans ce voyage et en 1978, l'Organisation mondiale de la santé, elle convoque les gens pour la conférence de Alma-Ata et la santé, elle est vue comme un devoir social. Et il y a des nouvelles orientations pour les politiques de santé qui sont partagées. Et parmi ces orientations, il y a l'engagement des citoyens qui est vu comme central, la question de l'intersectorialité, qu'on va retrouver justement dans cette définition qu'on vient de partager avec vous, et puis l'idée des soins primaires de santé. Et donc, conférence après conférence, si on veut suivre cette ligne des différentes conférences de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une conscience qui s'est accrue, et cette conscience, elle s'est développée en 86 avec la déclaration de Ottawa, et puis en 1988 avec la recommandation d'Adelaide sur les politiques publiques de santé, et puis en 1997 et en 2006, en 2008, 2011. Donc, il y a plusieurs repères qu'on peut trouver dans l'histoire récente
comment les opportunités en action sur les déterminants sociaux de la santé par le biais de la santé dans toutes les politiques a été conçue. Et cette conception, elle, si vous voulez, d'une façon assez particulière, a été reprise dans le concept de la construction de l'Union européenne. Et donc, le traité de Maastricht, en 1992, voit la santé et les exigences en matière de protection de la santé comme une composante centrale des politiques de la communauté. Et l'intégration de cette conception à l'intérieur même du traité de Maastricht, elle veut marquer une marche, une direction très précise. Quelques années après, avec le traité d'Amsterdam, a été révisé cet article et on précise alors qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la communauté. Donc, la santé, elle devient d'une certaine façon centrale pour l'élaboration des politiques et des actions que la communauté veut entreprendre. Quelques années plus tard, le traité a consacré à la santé, et on parle du traité d'Amsterdam, les compétences de l'Union en matière de santé, de façon à ce qu'avec le traité de Lisbonne, on puisse trouver des principes généraux qui vont guider l'action de l'Union. Et il est dit dans la définition et la mise en œuvre de ces politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à un niveau élevé de protection de la santé humaine. Et c'est intéressant de voir comment la santé, elle est donc traitée, ou si vous voulez, inclus dans ces principes généraux, et la protection de la santé humaine, elle est centrale dans ces objectifs. Finalement, on a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est proclamée dans l'année 2000 et elle transforme le principe en droit en y consacrant son article 35. Cette transformation, elle est vraiment critique parce que transformer le principe en droit et faire que les États membres ils puissent accepter de transférer dans sa législation nationale le droit de la protection de la santé, qui est consacré dans l'article 35, fait justement changer beaucoup de politiques internes dans les États membres et les principes juridiques vont accompagner une série d'instruments qui sont destinés justement à la mise en œuvre de cette transformation. Ce qui est de mettre en relief ici, c'est que peut-être la santé, elle n'est pas vraiment la question centrale en elle-même, et surtout si on pense à la santé dans la conception de 1948 comme un état de bien-être total, complet. La santé, elle commence à être, si vous voulez, utilisée comme un argument de la légitimité démocratique de l'Union européenne. Et c'est intéressant de voir qu'au cœur des débats et des préoccupations européennes, encore aujourd'hui d'une façon assez prenante, on a cette situation du déficit démocratique. Donc, la santé, elle commence à être vue, pas en soi comme un enjeu pour les services de la Commission, qui sont chargés de la santé, mais comme une préoccupation centrale du centre même de la décision à la Commission. Et donc, la Commission européenne, elle utilise, si vous voulez, la santé comme un argument de légitimité démocratique de l'Union européenne. Et donc, les services de santé de la Commission, elles vont faire un cadrage de l'approche des politiques multisectorielles et la mise en place d'une politique européenne de santé va être un outil de légitimation démocratique de l'Union européenne elle-même. Donc, la santé, elle pouvait apparaître comme une politique utile à l'existence même de l'Union européenne et la Commission va déployer toute une rhétorique à travers laquelle elle fait parler le citoyen. C'est intéressant de voir comment tout ce procès est mis en place. La Commission, elle veut être
consciente, ou au moins communiquer quelles sont les préoccupations et quels sont les souhaits du citoyen. Et pour le faire, la Commission va faire parler le citoyen par l'intermédiaire des sondages Eurobaromètre que vous connaissez tous. C'est intéressant de voir que ces sondages très particuliers de l'Union européenne, elles sont une forme de savoir qui est presque scientifique, puisque les sondages, elles sont obtenus en respectant une méthodologie scrupuleuse et elles peuvent, d'une certaine façon, s'apparenter à des données probantes. Donc, la Commission, en faisant appel à cette technique pour pouvoir cibler et comprendre et véhiculer les préoccupations et les souhaits des citoyens, d'une certaine façon, elle va utiliser la santé dans un métadiscours qui va prendre en compte que la santé pour l'Union est une intervention au service de l'Union, plus exactement au service de la légitimité de l'Union dans cette crise de légitimité démocratique de l'Union européenne. Et c'est intéressant cette pensée d'un des leaders de l'Union européenne quand il dit en 2002, en effet, nos citoyens nous disent que l'Union européenne ne doit pas seulement se préoccuper du meilleur marché, de règles inéluctables, de relations internationales stables, d'emploi et des finances publiques durables. Ils nous disent, donc les citoyens, qu'il ne peut pas y avoir d'Europe sans une Europe de la santé. Et donc, cette interface que la santé, elle gagne avec la politique européenne, on pourrait dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'Europe sans santé, il n'y a pas donc de santé sans l'Europe. Et donc, ce sont deux composants d'une même réalité. Et la plupart des sondages Eurobaromètre qui sont publiés aujourd'hui par la Commission, elles sont donc l'objet de porter la connaissance des mesures adoptées par l'Union européenne dans le domaine de la santé. Elles ne vont pas viser principalement à atteindre des objectifs des politiques concernées. Ils sont avant tout des outils de communication tournés vers des cibles institutionnelles pour qu'elles aident à garantir la légitimité démocratique de l'Union européenne. Donc, ceci dit, on pourrait juste donner un ou deux exemples qui sont en quelque sorte très proches de nous aujourd'hui avec la crise de la COVID-19, tous expérimentaux. Et si on recule quelques années, le sondage Eurobaromètre sur la grippe aviaire en 2006, c'est intéressant de remarquer comment les résultats de ce sondage, qui ont fait de gros titres et qui ont été résumés dans plusieurs publications, mais si on prend en compte la publication de 2006 de Health and Consumer Voice, qui c'est une revue d'information de la DG Sanco, c'est intéressant de remarquer, et faisons la méta-analyse, intéressant de remarquer comment la communication de la Commission se fait. Et je vous lis. Cette enquête montre que les Européens sont bien informés en ce qui concerne la grippe aviaire et qu'ils font confiance à leurs autorités nationales et à l'Union européenne pour la combattre. Donc, voyez-vous la légitimité démocratique du discours. Voici les principales constatations de l'enquête. 77% savaient que la législation communautaire imposait dans les zones à risque le confinement de la volaille dans les locaux fermés. Et 78% étaient au courant des restrictions décrétées par l'Union pour les importations en provenance des pays tiers où la maladie s'était déclarée. 71% savaient que la législation communautaire prévoyait la définition autour des régions contaminées d'une zone de protection de 3 km, elle-même circonscrite dans une zone de surveillance de 10 km. Alors, soyons réels dans cette analyse. Comment c'est possible que les citoyens européens ils sachent aussi bien sur la législation européenne qu'on puisse parler de ces chiffres comme on les voit ici? Donc, pour améliorer l'efficacité du contrôle des épidémies de grippe aviaire, est-ce que c'est crédible que le commun des mortels connaisse ces objectifs comme ça, avec ces chiffres? Évidemment, je ne suis pas un maître en question
les chiffres qu'on vient de partager, mais c'est de toute façon très intéressant de voir comment la logique institutionnelle, elle est derrière même l'argument de la légitimité démocratique de l'Union européenne pour parler aux institutions de ce que les citoyens européens ils veulent et ils aspirent. Donc, montrer que les citoyens sont intéressés et informés et qu'une activité européenne n'entraînant pas suffisamment la santé serait très dommageable à la légitimité de l'Union, c'est une stratégie qui a été conçue et cette stratégie a été développée de façon à garantir que la légitimité démocratique de l'Union européenne n'est pas mise en cause. Donc, en retournant en arrière, quand l'Organisation mondiale de la santé, elle définit justement la santé dans toutes les politiques, on pourrait dire que c'est la politique dans toutes les questions de la santé qui est mise en place. Donc, cette approche, elle est intersectorielle, on vient d'avoir un exemple. Les politiques publiques, elles sont soumises aux citoyens européens et l'Union européenne, elle espère que les citoyens puissent se reconnaître dans ces politiques comme argument suffisamment fort pour garantir l'acceptation de ce que c'est l'idée européenne d'une unité des pays européens. Et puis, il y a toutes ces conséquences sanitaires des décisions qui sont évaluées de façon à donner un visage démocratique à ce qui sont les grands défis actuels au niveau de l'Union européenne. Donc, la santé dans toutes les politiques, finalement, elle est une façon de créer ces synergies pour éviter que les conséquences néfastes pour la santé puissent être ressenties par les citoyens, pour les citoyens. Néanmoins, il y a ici une question, et je vais m'arrêter ici pour donner suite à notre discussion. Il y a une question ici que je pense que c'est vraiment à tenir en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer la santé de la population et l'équité en santé? Donc, on a ici deux concepts qui sont intégrés dans cette notion de la santé dans toutes les politiques qu'il vaut bien tenir compte et on va y revenir à la suite de cette rencontre, je jure, puisque ces deux questions, elles sont à la base des réflexions qu'on fait aujourd'hui sur la santé dans toutes les politiques. Merci bien. À toi. Merci, professeur Sabouga Nunes, pour cette première intervention. Merci pour ce détour historique qui d'ores et déjà donne beaucoup d'éléments de compréhension par rapport à ce sujet. Et puis merci également pour les exemples concrets.